Bonjour, bienvenue sur la voie de Morgane. J'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur, que vous avez la possibilité de bien vous hydrater et que sinon vous trouvez l'aide nécessaire pour le faire. Mince. Je vais reprendre la lecture des 4 filles du Dr March. Hier, j'ai fait une lecture qui était assez chargée émotionnellement, on va dire. Et en même temps, je me disais, mais c'est fou, elle a fait une ellipse incroyable dans son livre. Et j'ai envie de dire que nenni, c'est moi qui l'ai faite, puisque j'avais sauté un chapitre et je vais le lire aujourd'hui. Tout simplement. Et pour tout vous avouer, j'avais commencé la lecture et comme je ne peux pas être toujours aussi prévoyante, j'avais oublié les mouchoirs. J'ai décidé donc d'interrompre la lecture et de revenir. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, en tout cas, après tous ces détails. Et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci encore pour votre écoute. Chapitre 17. La vallée de l'ombre. Une fois passée l'amertume première, la famille accepta l'inévitable et essaya de le supporter joyeusement, s'aidant les uns les autres avec cette affection grandissante qui unit tendrement les foyers dans les périodes de trouble. Ils oublièrent leur chagrin et chacun joua son rôle afin que cette dernière année fût heureuse. La pièce la plus agréable de la maison fut préparée pour Beth, et on y rassembla tout ce qu'elle aimait le plus. Des fleurs, des tableaux, son piano, la petite table à ouvrage et les chats adorés. Les meilleurs livres de son père y trouvèrent leur place, ainsi que la chaise rembourrée de sa mère, le bureau de Joe, les plus charmants dessins d'Amy, et chaque jour, Meg emmenait ses bébés en pèlerinage d'amour pour apporter un rayon de soleil à Tati Beth. John mit discrètement de côté une petite somme afin d'avoir le plaisir de fournir à l'invalide les fruits qu'elle aimait tant et dont elle rêvait. La vieille Hannah ne se lassait jamais de concocter des mets délicats pour tenter un appétit capricieux et versait des larmes tout en travaillant. Et, depuis l'autre côté de l'océan, arrivaient de petits cadeaux et des lettres enjouées qui semblaient apporter des bouffées de chaleur et de parfum venus de terres qui ne connaissaient pas l'hiver. Là, adorée comme un saint domestique dans sa chasse, se trouvait Beth, paisible et affairée comme toujours, car rien ne pouvait transformer cette nature douce et généreuse. Et, quand bien même elle se préparait à quitter ce monde, elle essayait de le rendre plus heureux pour ceux qu'elle laisserait derrière elle. Les doigts faibles n'étaient jamais oisifs, et un de ses plaisirs était de confectionner de petites choses pour les écoliers qui allaient et venaient chaque jour. Jeter par la fenêtre une paire de mitaines pour des mains violettes, un porte-aiguille pour la petite maman de nombreuses poupées, des essuie-plumes pour les jeunes scribes qui peinaient au milieu d'une forêt de boucles, des albums pour les amateurs de photographie et toutes sortes de plaisants objets, jusqu'à ce que ceux qui grimpaient à contre-cœur l'échelle du savoir trouvent leur chemin ainsi jonché de fleurs et en arrivent à considérer la gentille donatrice comme une marraine féerique qui se tenait là-haut et distribuait une pluie de cadeaux qui correspondaient miraculeusement à leur goût et à leurs besoins. Si Beth avait souhaité une récompense, elle la trouvait dans les petits visages radieux toujours levés vers sa fenêtre, la saluant d'un hochement de tête et souriant, et les drôles de petites lettres qui lui parvenaient, remplies de taches d'encre et de gratitude. Les premiers mois furent très heureux et Beth regardait souvent autour d'elle en disant « Comme c'est beau !» Alors qu'ils étaient tous assis dans la chambre ensoleillée, les bébés gigotant et gazouillant par terre, sa mère et ses sœurs travaillant à proximité et son père lisant de son agréable voix de vieux livres sages qui semblaient riches de bonnes et plaisantes paroles pouvant s'appliquer tout autant en présent que lorsqu'ils avaient été écrits des siècles
plutôt, une petite chapelle où un prêtre paternel enseignait à ses ouailles les dures leçons que chacun doit apprendre, essayant de leur montrer que l'espoir peut encourager l'amour et la foi, rendre possible la résignation. Des serments simples qui allaient droit à l'âme des auditeurs. Car le cœur du père se mêlait à la religion du pasteur et les fréquentes hésitations de sa voix rendaient doublement éloquents les mots qu'il prononçait ou lisait. Il était bon que cette période paisible leur soit offerte afin qu'ils se préparent aux sombres heures à venir, car, au bout d'un certain temps, Bess déclara que l'aiguille était si lourde et la reposa pour toujours. Parler l'épuisait, les visages la dérangeaient, la douleur la réclamait tout entière et son caractère placide était tristement perturbé par les souffrances qui contrariaient sa faible chair. Mon Dieu, des jours si pesants, des nuits si longues, des cœurs si affligés et de si implorantes prières, quand ceux qui l'aimaient le plus s'étaient forcés de voir les mains maigres se tendre vers eux d'un air suppliant, d'entendre le cri cruel « Aidez-moi, aidez-moi !» sentant qu'aucune aide n'était possible. Une triste éclipse de l'âme placide, une violente lutte de la jeune vie avec la mort. Mais toutes deux furent heureusement brèves et, lorsque la légitime rébellion prit fin, l'ancienne paix revint, plus belle que jamais. Avec le naufrage de son corps frêle, l'âme de Bess devint plus forte et, même si elle parlait peu, ceux qui l'entouraient sentirent qu'elle était prête, virent que la première pèlerine à être appelée était la mieux préparée et attendirent avec elle sur la berge, guettant l'arrivée des rayonnants qui la recevraient lorsqu'elle franchirait la rivière. Joe ne l'abandonnait jamais, ne serait-ce qu'une heure depuis que Bess avait dit « Je me sens plus forte quand tu es là ». Elle dormait sur un divan dans la chambre, se réveillait souvent pour attiser le feu, pour nourrir, relever ou veiller la patiente créature qui demandait rarement quoi que ce soit et essayait de ne pas être une gêne. Toute la journée, elle hantait la pièce, jalouse de toute autre infirmière et plus fière d'avoir été choisie que de n'importe quel honneur que la vie lui avait apporté. Des heures précieuses et utiles pour Joe, car désormais, son cœur recevait l'enseignement dont il avait besoin. Des leçons de patience lui étaient si tendrement prodiguées qu'elle ne pouvait échouer à les apprendre. La charité pour tous, l'esprit affable qui peut pardonner et sincèrement oublier la méchanceté, la loyauté à l'égard du devoir qui rend aisé le plus ardu et la véritable foi qui ne craint rien, mais accorde sa confiance sans le moindre doute. Souvent, en se réveillant, Joe trouvait Beth en train de lire son petit livre tout usé, l'entendait doucement chanter pour faire passer le temps lors de ses nuits blanches, ou la voyait, la tête reposant dans les mains, des larmes coulant lentement entre ses doigts transparents. Et Joe restait étendu à la regarder, envahi de pensées trop profondes pour pleurer, sentant que Beth, à sa façon simple et généreuse, essayait de se sevrer de cette chère bonne vie et se préparait à celle à venir à l'aide de paroles de réconfort sacré, de silencieuses prières et de la musique qu'elle aimait tant. L'observer était plus bénéfique à Joe que les plus sages des sermons, les plus saints des cantiques, les plus ferventes des prières prononcées par quiconque, car, les yeux éclaircis par de nombreuses larmes et le cœur adouci par le plus tendre des chagrins, elle comprenait la beauté de la vie de sa sœur, peu mouvementée, sans ambition, pourtant remplie d'authentiques vertus qui sentent bon et s'épanouissent dans la poussière. L'abnégation grâce à laquelle, au paradis, on se souvient en premier lieu de ceux qui furent humbles sur terre, l'unique véritable réussite à la portée de chacun. Un soir, Bess parcourait les livres sur sa table afin de trouver de quoi lui faire oublier la lassitude mortelle presque aussi dure à supporter que la douleur et, en tournant les pages de son vieil ouvrage préféré, Le Voyage du pèlerin, elle découvrit un petit papier couvert de l'écriture de Joe. Le nom attira son œil et les lignes brouillées lui assurèrent que des larmes y étaient tombées. Pauvre Joe, elle dort à poing fermé, je ne vais pas la réveiller pour lui demander la permission. Elle me montre tout ce qu'elle écrit. Et je ne pense pas que ça la gêne que je regarde ça, songea Beth, en jetant un coup d'œil à sa sœur, étendue sur le tapis, les pinces près d'elle, prête à se réveiller au moment où les bûches s'effondreraient. Ma Beth,
attendant dans l'ombre, patiente. De la lumière bénie l'arrivée, une présence sereine et sainte sanctifie notre triste gîte. Espoir, chagrin, joie terrestre se brisent comme les vagues sur la grève de la profonde et noble rivière où se tiennent ses pieds volontaires. Oh, ma sœur qui m'abandonne. Loin des soucis et conflits humains, donne-moi en cadeau ces vertus qui ont embelli ton chemin. Chérie, lègue-moi cette patience qui a le pouvoir de perpétuer une humeur gaie, sans doléance dans sa prison de souffrance. Offre-moi, j'en ai nécessité, ce sage et doux caractère qui, sous ses pieds volontaires, verdit le sentier du devoir. Donne-moi cette générosité qui, par divine charité, absout par amour les erreurs. Pardonne les miennes, mon tendre cœur. La séparation perd chaque jour un peu de son amère douleur. En apprenant cette dure leçon, ma grande perte se transforme en don. Cette immense peine rendra enfin ma nature sauvage plus paisible, m'offrira de nouveaux desseins, une nouvelle foi dans l'invisible. Sur l'autre rive de la rivière, je verrai toujours désormais l'esprit du foyer tant aimé, m'attendre, sauvé sur la berge. Espoir, foi, nés de mon chagrin, deviendront des anges gardiens, et cette sœur partie avant moi me prendra alors par la main. Brouillés et tachés d'encre, aussi bancals et faibles que fussent ses vers, ils amenèrent sur le visage de Bess un réconfort inexprimable. Car son unique regret était d'avoir accompli si peu de choses. Et il semblait affirmer que sa vie n'avait pas été inutile, que sa mort n'apporterait pas le désespoir qu'elle craignait. Alors qu'elle était là, le papier plié dans ses mains, la bûche carbonisée tomba en morceaux. Joe se leva en un sursaut, attisa les flammes et s'approcha doucement du lit en espérant que Bess dormait. Pas endormie, mais si heureuse, ma chérie. Regarde, j'ai trouvé ça et je l'ai lu. Je savais que ça te serait égal. J'ai été tout ça pour toi, Joe, demanda-t-elle avec une gravité mélancolique et humble. Oh, Bess, à un point. Et la tête de Joe se posa sur l'oreiller près de celle de sa sœur. Alors je n'ai pas l'impression d'avoir gâché ma vie. Je ne suis pas aussi bonne que tu me décris, mais j'ai essayé de bien faire. Et maintenant, comme il est trop tard pour recommencer et faire encore mieux, c'est un tel réconfort de savoir que quelqu'un m'aime tant et a le sentiment que je l'ai aidé. Plus que n'importe qui au monde, Beth. Avant, je me disais que je ne pourrais pas te laisser partir. Mais j'apprends à sentir que je ne te perds pas, que tu seras plus proche de moi que jamais et que la mort ne peut nous séparer, même si elle en a l'air. Je sais qu'elle ne peut pas et je n'ai plus peur, car je suis sûre que je serai encore ta Beth. Pour t'aimer et t'aider plus que jamais. Tu dois prendre ma place, Joe, et être tout pour papa et maman quand je serai partie. Ils se tourneront vers toi, ne les délaisse pas. Et s'il est difficile d'œuvrer seul, souviens-toi que je ne t'oublierai pas et que tu seras plus heureuse de le faire que d'écrire de merveilleux livres ou de parcourir le monde. Car l'amour est l'unique chose que nous pouvons emporter avec nous quand nous partons et il rend la fin si facile. J'essaierai, Beth. Et à ce moment-là, Joe renonça à son ancienne ambition, se promit à une nouvelle, meilleure, prenant conscience de l'indigence des autres désirs et sentant combien était bénie la consolation qu'apportait une croyance en l'immortalité de l'amour. Ainsi passa le printemps. Le ciel s'éclaircit, la terre verdit, les fleurs se dressèrent, ravissantes et précoces, et les oiseaux revinrent à temps pour dire au revoir à Beth, qui, telle une enfant épuisée mais confiante, s'accrochait aux mains qui l'avaient guidée toute sa vie. Son père et sa mère la conduisant tendrement à travers la vallée des ombres et l'abandonnant à Dieu.
Il est rare, excepté dans les livres, que les mourants prononcent des paroles mémorables et des visions où partent avec une expression de béatitude. Et ceux qui ont fait leurs adieux à de nombreuses personnes savent que, pour beaucoup, la fin survient aussi simplement et naturellement que le sommeil. Comme Beth l'avait espéré, la marée descendit sans encombre. Et dans l'heure d'obscurité qui précède l'aube, sur le sein où elle avait émis son premier souffle, elle poussa tranquillement le dernier, sans adieu, mais avec un regard plein d'amour et un léger soupir. Avec des larmes, des prières et des mains affectueuses, sa mère et ses sœurs la préparèrent pour le long sommeil que la douleur ne viendrait plus jamais troubler. Observant d'un œil reconnaissant la belle sérénité qui avait rapidement remplacé la pathétique patience qui leur avait serré le cœur si longtemps, et ressentant avec une joie révérencieuse que, pour leur petite chérie, la mort était un ange bienveillant, pas un redoutable spectre. Lorsque le matin vint, pour la première fois depuis de nombreux mois, le feu était éteint, la place de Joe déserte, et la pièce très calme. Mais tout près, un oiseau chantait allègrement sur une branche bourgeonnante. Les personnages étaient tout frais et clos à la fenêtre, et le soleil printanier ruisselait comme une bénédiction sur le visage placide posé sur l'oreiller. Un visage si plein d'une paix exempte de souffrance que ceux qui l'aimaient le plus sourirent à travers leurs larmes et remercièrent Dieu que Bess fut enfin guérie. Et bien voilà. Pardon. Oh. C'est la fin du chapitre 17 que j'avais omis de lire hier. Ah, dis donc, j'avais plusieurs choses à vous lire, mais je ne crois pas que j'ai envie de les lire après ce chapitre, je ne sais pas. Je ferai une autre lecture plus tard. C'est une très courte lecture en fait. Alors je vais vous lire quelque chose qui n'a rien à voir. On va changer un peu. Je vais vous lire ça et attendez, qu'est-ce que j'ai autour de moi? Ah mince, j'ai encore perdu un livre. Non mais c'est pas possible. Je ne fais qu'aller et venir aujourd'hui, j'oublie toujours des choses. Bon, si je ne l'ai pas avec moi, c'est que je ne dois pas le lire, c'est tout. C'est comme ça, pas maintenant. Parce que vraiment, j'étais persuadée de l'avoir avec moi. Vous savez quoi, je vais le laisser comme ça.
C'est drôle. Tiens, je vais vous lire un extrait de Peter Brook, point de suspension. Shakespeare est un morceau de charbon. L'histoire offre un certain point de vue sur les choses, mais il ne m'intéresse pas beaucoup. C'est le présent qui m'intéresse. Shakespeare n'appartient pas au passé. Si ce qu'il dit est valable, c'est valable aussi maintenant. Comme pour le charbon. On connaît tout le processus de la forêt vierge, comment elle s'enfonce dans le sol et comment on peut retracer l'histoire du charbon. Mais pour nous, tout le sens d'un morceau de charbon commence et s'arrête lors de la combustion, en nous donnant la chaleur et la lumière dont nous avons besoin. Shakespeare pour moi, c'est ça. Shakespeare est un morceau de charbon inerte. Je peux écrire des livres et faire des conférences sur l'origine du charbon, mais je ne m'intéresse réellement au charbon que le soir où il fait froid, quand j'ai besoin d'avoir chaud, quand j'allume un feu et qu'il devient lui-même. C'est alors que sa vertu reprend vie. Poussons un peu plus loin. Je crois qu'aujourd'hui, notre compréhension de la perception est en train de changer énormément et que nous commençons à reconnaître que la faculté humaine de perception n'est pas statique, qu'il s'agit plutôt d'une redéfinition instant après instant de ce que nous voyons. Regardez ces énigmes visuelles où vous ne savez pas si telle chose est sans dessus, dessous. Vous savez, ces carrés noirs et blancs qui semblent sauter dans tous les sens. Vous pouvez véritablement voir comment l'esprit fait face à quelque chose qu'il essaie de recomprendre, en essayant de vérifier si le cube est à l'envers ou pas. L'esprit tente constamment de rétablir un monde cohérent à partir d'impressions de ce genre. L'œuvre complète de Shakespeare m'apparaît comme un ensemble très complet de codes, et ces codes, chiffre par chiffre, nous envoient des ondes et des impulsions que nous essayons immédiatement de rendre cohérentes. Si nous acceptons ce regard sur l'écriture de Shakespeare, nous voyons que nous sommes aidés par notre conscience présente. Cette conscience possède bien sûr ses propres forêts ténébreuses, ses propres secrets, sa propre stratosphère. Les aspects étranges de l'œuvre de Shakespeare qui, à première vue, semblent archaïques ou lointains, peuvent réveiller des zones secrètes en nous-mêmes. Cette approche peut aider à découvrir un sens derrière des brutalités qui, apparemment dans Titus Andronicus, en sont dépourvues. Dans La Tempête ou Le songe d'une nuit d'été, la question inévitable « comment mettre en scène des faits et des esprits ?» ne peut être résolue par des moyens esthétiques. À un niveau immédiat, la féerie n'évoque rien pour l'esprit moderne. Il n'y a là rien à habiller, rien à bâtir. Toutefois, en insistant sur l'image féerie, il devient petit à petit clair que le monde féerique est une façon de parler, dans un langage symbolique, de tout ce qui est plus léger et plus vif que l'esprit humain. Vif comme la méditation, dit Hamlet. Est féerique tout ce qui peut transcender les lois naturelles et pénétrer dans la danse des particules d'énergie, lesquelles se déplacent à une vitesse incroyable. Quelle image théâtrale peut permettre à des corps humains de suggérer l'absence de corps? Certainement pas des écolières arachnéennes. En regardant avec Sally Jacobs, la décoratrice des acrobates chinois, nous trouvâmes la solution. Un être humain qui, par pure adresse, démontre joyeusement qu'il peut transcender ses contraintes naturelles, devient une image d'énergie pure. Cela nous parut féerique. L'inventivité si riche de Sally Jacobs pouvait donner libre cours à une imagerie nouvelle. Cela n'est qu'un exemple. Une fois digéré par notre cerveau analytique, qui est empreint de culture et d'histoire, le mot féerie ne peut produire que des associations mortes. Mais si nous écoutons différemment, très loin derrière, nous pouvons nous apercevoir qu'il évoque des valeurs vivantes. Si nous pouvons les toucher, le charbon se met à brûler. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Ou alors peut-être les bouffes du Nord.
3 années de voyage et d'expérience nous avaient appris à la dure ce qu'est un bon espace et ce qu'est un mauvais espace. Un jour, Micheline Rozon me dit « Il y a un théâtre derrière la gare du Nord que tout le monde a oublié. J'ai entendu dire qu'il était toujours là. Allons voir. » Nous avons sauté dans une voiture, mais arrivé à l'endroit où le théâtre aurait dû se trouver, il n'y avait rien. Juste un café, un magasin et une façade aux fenêtres nombreuses, typique des immeubles parisiens du XIXe siècle. Pourtant, nous remarquâmes sur le mur un bout de carton qui bouchait vaguement un trou. Nous le retirâmes, nous nous frayâmes un chemin à travers un tunnel poussiéreux pour soudain nous redresser et découvrir, délabrés, carbonisés, ruinés par la pluie, grêlés et pourtant nobles, humaines, lumineuses, à couper le souffle, les bouffes du Nord. Nous prîmes 2 décisions, l'une de laisser le théâtre exactement comme il était, de ne rien effacer des marques d'une centaine d'années de vie lui avait laissées, l'autre de ressusciter l'endroit aussi vite que possible. On nous prévint que c'était impossible. Un fonctionnaire du ministère nous dit que cela prendrait 2 ans pour obtenir l'argent et les permis. Micheline refusa leur logique, accepta le défi. 6 mois plus tard, nous ouvrions avec Timon d'Athènes. Nous avions conservé les vieux sièges en bois du balcon, mais en les recouvrant d'un nouveau tissu. Pendant les premières représentations, quelques personnes sont restées littéralement collées à leur siège et nous avons dû rembourser quelques dames très fâchées d'avoir laissé un morceau de leur jupe. Heureusement, il y eut beaucoup d'applaudissements, mais qui cassèrent littéralement la baraque, puisque de grands pans de moulure se détachèrent sous l'effet des vibrations et tombèrent, ratant de peu les têtes de nos spectateurs. Depuis, le plafond a été nettoyé, mais l'extraordinaire qualité acoustique demeure. Micheline et moi, nous avons établi une politique. Le théâtre devait être simple, ouvert, accueillant. Pas de siège numéroté, prix unique, et ce prix devait être aussi bas que possible, la moitié ou le quart de ceux du boulevard. Notre objectif était de rendre le théâtre accessible aux gens des lointaines banlieues, aux familles, qu'elles ne soient pas arrêtées par le coût d'une sortie à 4 ou 5. Et nous organisâmes des matinées le samedi, où le public était le meilleur et le plus chaleureux, à des prix plus bas encore. De cette manière, les personnes âgées qui avaient peur de sortir le soir pouvaient venir. Nous prîmes aussi la décision de prendre la liberté de fermer le théâtre quand nous voulions ou de donner des représentations gratuites pour Noël ou Pâques pour les gens du quartier. Nous voulions faire des ateliers, des animations pour les enfants ou avoir la possibilité de sortir pour rencontrer des gens avec nos improvisations pour que les bouffes ne deviennent pas un théâtre à répertoire mais restent un centre. Naturellement, tout cela coûte beaucoup plus cher que l'entretien quotidien d'un théâtre pratiquant des prix normaux et malgré le soutien dévoué du nouveau ministre de la Culture, Michel Guy, les subventions du gouvernement français restaient insuffisantes. Ma grande chance était d'avoir Micheline pour partenaire, c'est son intelligence et l'originalité de son point de vue qui nous ont permis, année après année, de survivre sur notre corde raide. Voilà, je n'en sais pas plus, je n'ai pas lu le livre encore. Mais c'était bien pour... Ah oui, la culture, ça a changé. Mais c'est quand même bien les lieux de culture populaire, avec des activités pour toutes les personnes, surtout celles qui sont défavorisées. Il y aurait beaucoup à dire sur le mécénat et puis ce que ça engendre sur la culture, sur le fait que voilà, on choisit ce qui doit être vu, ce qui doit être... tout n'a pas sa place à égal... En tout cas, tout n'a pas sa place. On choisit vraiment. Et c'est ça, les joies de la privatisation. Voilà, en gros, un très gros trait.
Non. On est loin de tout ce qui est populaire. D'ailleurs, on le prend surtout comme un gros mot maintenant, j'ai l'impression. Populaire. C'est assez terrible. J'aimais bien cette vision transportée aussi bien par Simone Veil que Camus, que d'autres, d'éducation populaire, de culture populaire, Mais l'éducation, c'est plus ça. Qu'est-ce que je voulais dire sinon ? Il y a une chose que je voulais dire qui n'a pas de grand lien avec les lectures, mais il y a énormément de choses que j'aurais envie de dire sur plein de thèmes, ça me prendrait des heures. mais en fait, c'est pas vraiment ça que j'ai envie de faire ici. Néanmoins, avec cette chaleur écrasante, je pense aux personnes qui sont dans les villes et qui, pas uniquement dans les villes, mais c'est vrai que dans les villes, il y a très peu de points d'eau à disposition, d'eau potable. C'est difficile pour les personnes qui n'ont pas de domicile fixe, qui sont à la rue ou qui n'ont pas beaucoup de moyens d'avoir accès à de l'eau potable. Mais on pourrait dire aussi que c'est... Et peut-être que ce serait plus facile de motiver ou les municipalités ou je ne sais pas, mais sans doute les municipalités. Je comprends que ce soit difficile vu qu'on restreint toujours les finances des collectivités locales et collectivités territoriales. Néanmoins, c'est vrai que ça peut être utile aussi bien aux cyclistes qu'aux touristes, qu'aux marcheurs, qu'aux promeneurs, d'avoir accès à des points d'eau potable gratuits. Il me semble que c'est la moindre des choses. Avec les toilettes aussi, gratuits. Mais bon. Voilà. Je pense à ces personnes pour qui il est difficile de... Alors il y a aussi énormément de commerçants qui vont soutenir n'importe qui, quelle que soit son apparence, et qui sont prêts à donner de l'eau comme ça. Mais ils ne devraient pas avoir à le faire en fait. C'est sûr que le soutien de chacun est important. Mais ça devrait reposer sur le collectif, ça. Bon, après, ça dépend aussi du monde qu'on a envie d'avoir, hein, forcément. Oui, ça dépend de la vision du monde et de l'humanité qu'on veut. Je comprends qu'il y en a qui préfèrent voir ce qu'ils peuvent tirer pour eux. Mais bon.
Je l'entends, je le comprends moins, mais je l'entends. Ah, vous savez ce qui me... Quand on se referme trop sur soi et qu'on dresse des murs partout, c'est vrai que les murs vont dans les deux sens. Et il ne faudrait pas avoir besoin d'aide de l'extérieur. Parce qu'à s'être comporté de façon trop égoïste, on risque... Et pas seulement égoïste, hein. On risque de se retrouver bien dépourvu si jamais on a besoin d'aide. C'est incompréhensible, surtout quand on a déjà eu à de nombreuses reprises besoin de l'aide extérieure. C'est très étrange d'agir ainsi. Mais la haine est quelque chose d'assez terrible qui ne permet pas au cerveau de fonctionner correctement apparemment. Voilà. Et je souhaite bien du courage à tous les gens haineux, parce que la vie n'est pas simple dans ces cas-là. Et ça ronge énormément. Ah, c'est ça que je voulais dire hier. À la fin de la lecture que j'ai faite, qui était forte émotionnellement, celle-ci aussi après tout. Mais il me semble qu'en fait l'amour c'est la seule chose qui se multiplie. Sans vraiment sans faire de grabuge, je dirais. C'est ça. C'est peut-être la seule chose, oui, qui peut croître à l'infini, c'est peut-être l'amour. En tout cas, c'est à ça que je crois. Si je n'ai qu'une croyance, c'est celle-ci. Je dis pas que c'est facile à atteindre. Je dis pas que tout le monde. Mais je crois vraiment que c'est la seule croyance que je puisse avoir. Bon, je vous remercie, je vous laisse sur ça. J'ai beaucoup parlé pour pas dire des choses plus intelligentes que ça, ou des choses qui ne sont que tout le monde sait par presque par évidence, par expérience aussi. Mais je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour la suite des 4 filles du Dr March. Il reste 4 chapitres. Merci beaucoup et prenez soin de vous surtout, vraiment. Merci.